Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui est paru aux éditions Almora le 15 janvier, le deuxième livre de cet auteur aux éditions Almora. Il s'agit de Doumé Anthony, voilà, Zen sans frontières. Son premier livre s'intitulait L'expérience zen, je crois. Oui, c'est ça, Expérience zen, en 2018. Donc, un extrait de la 4e de couve. Dans Zen sans frontières, Doumé Anthony ne décrit pas le zen, il le vit depuis l'intérieur, à partir de Kensho, l'éveil à notre vraie nature. Il s'agit ici d'une rencontre directe avec la vacuité, le non-né, la présence silencieuse qui se tient au cœur de toute expérience. À la croisée du témoignage, de la méditation et de l'enseignement, l'auteur revisite les thèmes essentiels du zen. La vacuité, l'ignorance, les koans, la place du corps, la coproduction conditionnée, en s'appuyant sur les grands maîtres, je les cite pas, j'arrête là, sans jamais perdre de vue l'essentiel, l'expérience vivante, ici et maintenant. Voilà. Donc, Doumé Anthony est né en 1953 en Corse, où il vit à l'année. Il devient bouddhiste en 1977, après sa prise de refuge avec Kalu Rinpoche, et un an plus tard s'inscrit à une première session de Zen Rinzai au centre zen de la Falaise Verte en Ardèche, sous l'autorité de Taikan Gyaltsen. Suite à une expérience zen décisive en 2010, il ouvre dans la région d'Ajaccio une antenne de Zen Rinzai, le Zendo de La Fontaine, où il reçoit des amis qu'il forme au zazen et avec qui il pratique de manière hebdomadaire. Voilà. Donc vous avez compris, ce livre, il vaut vraiment la peine, mais ne le critiquez pas. Doumé est corse. Alors, donc les extraits que j'ai choisis sont vraiment des coupures. C'est délicat de proposer des extraits quand tout devrait être lu d'un chapitre. Donc, indulgence s'il vous plaît, mais j'espère que ça vous mettra en appétit, en plus de vous toucher. On pourrait en effet lui dire qu'il se trompe, que l'esprit existe, mais ce serait comme lui affirmer que les corbeaux sont blancs et que les grues sont noires. Cependant, il ne peut en parler à personne dans son entourage, pas encore en tout cas. Il a vu la nature de l'esprit. Elle s'est imposée à lui et il l'a reconnue pour ce qu'elle est, vide, sans substance, mais aussi vide d'elle-même. Il n'y a pas d'esprit. C'est une réalité sans contestation possible. Il n'y a pas à débattre, car cela ne relève pas d'une philosophie ou d'une religion ou d'une croyance, et ce n'est pas de la science non plus. Pourtant, l'homme sait que c'est lui, avec son esprit de tous les jours, son ego, qui a vu dans la nature de l'esprit et l'a reconnu. Et il comprend qu'il n'y a pas de distinction entre l'esprit de tous les jours et l'esprit de Bouddha. Il comprend aussi qu'il emploie le mot esprit ou ego alors qu'il a constaté leur vacuité. Le mot mental conviendrait sans doute mieux, mais peu importe au final le nom qu'on lui donne, ce n'est pas quelque chose que l'on puisse voir avec ses yeux, entendre avec ses oreilles ou comprendre avec la pensée discursive ou même ressentir. Ce n'est pas un phénomène. Les mots « il n'y a pas d'esprit » ne relèvent pas du concept, de la réflexion ou de l'analyse, mais ils n'en sont pas moins chargés de sens. Dans le chapitre « À quoi l'un retourne-t-il » Huntun était un empereur d'une vieille légende chinoise.
Il avait une particularité anatomique étrange, puisqu'il n'avait ni yeux, ni nez, ni bouche, ni oreille. De fait, il n'avait pas connaissance du monde extérieur et ne nourrissait aucun désir pour les plaisirs des sens. Mais au sens strict, le monde de Untun ne se réduisait pas à un monde intérieur. Si l'extérieur n'existait pas pour lui, l'intérieur non plus. Il ne connaissait donc aucune limite. Il avait cependant 2 amis, Hu et Chu, empereurs comme lui, qui décidèrent de lui ouvrir les portes des sens, car ils estimaient que la vie de Untun devait être triste. Ainsi, chaque jour, Hu et Chu lui ouvrirent un orifice sensoriel. Au 7e jour, cependant, quand Untun put enfin découvrir le monde extérieur, il mourut. La mort de Untun est la sortie du Zendo. Le Zendo n'est pas un monde intérieur, il ne connaît pas de limite. C'est l'univers de Untun avant sa naissance au monde des sens, qui signifie aussi sa mort. Quand l'homme se lève de son zafu pour sortir du Zendo, après les 2 coups de claqueur, c'est comme si une fine couche de peau transparente recouvrait le monde et il n'est plus seul. Il n'est plus seul car il connaît ses propres limites et les limites de chaque chose. Le nom et la forme des choses, c'est cela, sortir du Zendo. Pardon. Se rendre au marché avec les mains tendues. Dans le Zendo, l'homme assis sur le zafu retourne à l'un, comme toutes les choses qui forment son existence, l'expriment au quotidien. C'est le corps de loi du Bouddha, le Dharmakaya, le cœur de l'Enso, un cœur sans bord, sans limite, la demeure de tous les Bouddhas et des patriarches, mais aussi celle de l'homme lui-même, avec Amitabha dans sa posture adamantine, le bâton d'encens fumant, l'aube naissante qui envahit la pièce et le silence chargé de sons lointains. Une chouette qui ulule ou une hirondelle qui chante, un chien qui aboie ou un orage qui gronde, tous les sons du monde. C'est la vacuité du mou de Joshu ou du Miu, le miroir sans miroir. C'est le corps de Untun avant que les empereurs ne lui ouvrent les portes des sens. Puis l'homme se lève du zafu pour Kinin. Le chemin qu'il parcourt est sans commencement ni fin, sans but autre que lui-même. C'est le bord de l'Enso, sa circonférence. Ici, les sons du monde prennent corps, etc., etc. Là, un jour que Yaoshan Weiyan demeurait en zazen, un moine vint vers lui et demanda « À quoi pensez-vous dans cette immobilité ?»« Je pense à ce qui est au-delà de la pensée. »« Comment faites-vous pour penser à ce qui est au-delà de la pensée ?» ?»« En ne pensant pas. » Yaoshan Weiyan est régulièrement rattaché à l'école Caodong du Chan. L'histoire raconte cependant qu'il connut son éveil avec Basho, qui fut de fait également son maître. L'anecdote ci-dessus est célèbre. Elle met en évidence la pensée d'avant la pensée, qui est la non-pensée. Cette non-pensée émerge du corps assis, telle une radiance. Penser à ce qui est au-delà de la pensée, c'est contempler sa vraie nature. Et cette pratique est le zen, selon la définition de Wineng. Et un tout dernier passage qui m'a intéressé
puisqu'il parle du Vipassana qui a été pendant très longtemps ma pratique. Et si vous avez vu mon entretien avec José Leroy pour la parution de mon livre précédent, Voyage vers le soi en Orient et en Occident, vers la fin de l'échange, je crois, José me questionne, donc j'explique que je ne fais plus rien, mais que c'est du pur Vipassana en réalité. Et pour José, ça n'était pas du Vipassana, parce que c'est vrai que le Vipassana est souvent présenté comme une pratique dualiste. En réalité, on nous le montre comme un méditant qui observe les phénomènes et qui s'intéresse essentiellement à l'impermanence des phénomènes. Mais il reste un méditant. Et je ne le vis pas comme ça, et je suis convaincu que de très nombreux méditants Vipassana ne sont plus des méditants, ils ne pratiquent plus Vipassana, mais c'est le vrai Vipassana. C'est celui qui n'a pas de début ni de fin. La présence. Simplement être. Pratique du Vipassana. Ne faire qu'un avec soi-même, c'est ouvrir la passe sans porte et entrer dans sa propre demeure, qui n'est autre que le Zendo. Rendu à ce stade, quoi que l'on fasse, cette action juste, activité de Bouddha, la pratique devient Vipassana. Vipassana, c'est être en phase avec soi-même et agir en toute liberté. Ce qui ne signifie évidemment pas faire ce que bon nous semble au mépris de l'éthique et des lois. C'est être en paix avec son double surnuméraire, c'est-à-dire avec son esprit ordinaire et avec son corps physique ordinaire qui vit et pense avec son temps et qui est indifférencié de sa nature de Bouddha. La pratique de Zazen devient alors l'assise juste, qui est le sens de Shikantaza. Shikantaza est la pratique de Zazen selon le Zen Soto, que l'on traduit par « juste s'asseoir », c'est-à-dire sans rien attendre de cette pratique, parce que rien n'est recherché ni caché. C'est bien une pratique depuis sa nature de Bouddha, et donc une pratique juste. Mais cela n'est pas venu en un tournement. Ce dernier point, on pourrait en parler, mais c'est pas le lieu. Là, je présente ce livre. J'y reviendrai peut-être un jour dans une vidéo perso. Bon, sans réfléchir à ce qui a été lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien chercher, sans rien rejeter, simplement être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.